Dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier numéro spécial de The Economist qui dévoile, comme chaque année, une première de couverture intrigante qui suscite pas mal de commentaires, pas mal de réflexions également approfondies sur les enjeux mondiaux à venir, puisque vous savez que le décryptage des symboles s'adresse généralement aux initiés qui ont observé depuis maintenant pas mal d'années que la première de couverture de ce numéro spécial qui paraît généralement à la mi-novembre, c'est-à-dire en ce moment, donc de l'année en cours, donc qui annonce sous forme de messages plus ou moins cryptés, plus ou moins codés, les prophéties autoréalisatrices pour les années à venir et les années futures. Alors comment c'est possible? Comment un magazine qui se dit économique peut se transformer en oracle prophétique? Alors vous aurez la réponse, si vous le souhaitez, au travers de l'article qui est associé à cette vidéo. Vous allez voir que je ne vais pas tout vous dire au travers donc, de cette capsule-là parce que ce serait bien long et surtout, je n'ai pas la prétention donc, de pouvoir déchiffrer tous les messages codés de cette nouvelle une de The Economist, d'autant que vous allez avoir d'ici quelques jours le spécialiste Maison, qui d'ailleurs est en contact, il me semble, avec les directeurs de la publication, donc il va pouvoir vous en dire un petit peu plus. Alors, le spécialiste Maison auquel je fais allusion, vous l'avez tous deviné, il s'agit des éditions Fractal, qui c'est vrai se sont spécialisées maintenant depuis plusieurs années dans le décryptage de cette couverture de ce numéro spécial de The Economist et qui nous produisent chaque année des capsules qui sont souvent très intéressantes à regarder, qui sont très suivies et souvent très pertinentes. En attendant, je vous propose nous aussi de nous atteler au décryptage de cette couverture qui est parue le 14 novembre dernier. Au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 18 novembre 2023. Alors le magazine nous présente pour cette nouvelle édition une mosaïque circulaire qui domine toute la couverture sur fond blanc avec de nombreux symboles et représentations qui sont incrustés à l'intérieur. Alors l'originalité de cette présentation, c'est qu'on a l'impression d'avoir affaire à un téléviseur auquel on aurait ôté l'écran et où on retrouverait des composants électroniques avec la carte mère, un processeur, des circuits intégrés, des condensateurs et des résistances. Ce diagramme me fait également penser à la mire, le fameux symbole que vous connaissez tous, que l'on voit lorsque la télévision cesse d'émettre. On va développer dans quelques instants cette idée. Ce cercle pourrait également représenter la map monde, c'est-à-dire la représentation du monde, avec à gauche l'ouest, à droite l'est, avec ses méridiens. Alors c'est fait bien sûr de façon beaucoup plus schématique ici, et bien sûr sa géopolitique avec le bloc de l'ouest et le bloc de l'est. Avant d'analyser les principaux éléments qui composent cette couverture, dont certains sont facilement reconnaissables, notamment il y a certains personnages qui sautent aux yeux, donc on les reconnaît facilement, d'autres ça nécessite un petit peu de recherche, donc je vous propose de nous attarder quelque peu sur les couleurs, où on a l'impression qu'il y a quand même une évolution par rapport aux deux précédentes couvertures de The Economist, du numéro spécial de 2022 et 2023, où vous aviez toujours ce graphique avec des formes plutôt circulaires, mais il y avait plutôt des couleurs assez lugubres, donc qui oscillait entre le noir, le gris et le rouge pâle. Donc là, dans cette édition 2024, on a toujours ces tonalités grises et noires, donc qui n'ont pas disparu. Par contre, on retrouve beaucoup plus de blanc et on a le rouge qui est beaucoup plus sémillant avec du bleu, donc qui est également incrusté. Ce qu'on peut également ajouter, c'est que les auteurs de la couverture de The Economist ont certainement voulu de nouveau marquer cette idée de bipolarité à travers ces deux codes couleurs. Vous vous souvenez que pour la couverture de 2020, on nous annonçait déjà, par le code couleur vert et rouge, le retour d'un monde bipolaire. Alors ce monde bipolaire, il a déjà existé dans le passé, il avait dominé la scène politique à l'international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 90, et pendant près de 50 ans, le monde était divisé en deux. Il y avait deux idéologies antagonistes, le capitalisme, le communisme, représentés par ces deux chefs de file respectifs, les USA et l'URSS, et à la suite de l'effondrement du bloc soviétique et la chute du rideau de fer fin 80, début des années 90, on a eu ensuite une période hégémonique, en tout cas du mondialisme néolibéral qui a été hégémonique, donc représenté par les États-Unis toujours, donc puisque vous aviez l'URSS qui était hors jeu, et durant toute cette période, jusqu'au coup d'arrêt de la crise financière de 2008, vous avez eu les États-Unis qui ont dominé la scène internationale. Là, on fait une petite incursion du côté de l'astrologie. L'année 2008 coïncide avec les débuts du transit de Pluton dans le signe du Capricorne. Et donc, c'est à ce moment-là que le monde a commencé progressivement à se scinder en deux parties, avant tout pour des raisons monétaires et idéologiques. Alors, les raisons monétaires, vous les connaissez, c'est bien sûr la perte de la valeur du dollar comme monnaie d'échange internationale. L'économie américaine aussi a été de plus en plus endettée, de plus en plus rincée, et donc c'était de toute façon ce qu'on explique depuis un petit moment maintenant, le dollar et même le système monétaire international, il a été conçu de telle façon pour qu'il s'autodétruise progressivement, c'est-à-dire qu'il porte en lui
les germes de sa dégénérescence qui était déjà programmée de longue date, hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la couverture de The Economist 1987, 9 janvier 1987, hein, on vous annonçait déjà ce qui allait se passer aux alentours, au pourtour de l'année 2018. On en a d'ailleurs fait une capsule, c'était, il me semble, en 2019 ou en 2020. Et donc cette séquence coïncide avec les débuts de la dédollarisation de la Russie et la République populaire de la Chine communiste, donc qui ont commencé progressivement donc à se détacher du dollar. Donc ça s'est fait progressivement en achetant notamment des quantités importantes d'or et également en créant l'année suivante, le 16 juin 2009, les fameux BRICS dont on parle tant en ce moment. Alors, si on se tourne maintenant du côté des raisons idéologiques, vous retrouvez bien sûr le mondialisme unilatéral du bloc de l'Ouest, principalement composé des atlantistes et forces otaniennes, USA et l'Union européenne, hein, pour faire très court. Donc ils veulent conserver, bien sûr qu'ils voulaient conserver leur hégémonie, surtout bien sûr les USA, parce que l'Union européenne, hein, c'est véritablement une zone tampon pour le système états-unien, otanien, etc. Donc pour nous conduire bien sûr vers une gouvernance mondiale. Et donc on a bien sûr cet antagonisme aujourd'hui, donc qui est de plus en plus marqué, donc avec le bloc de l'Est, hein, qui est structuré autour de la Russie principalement, la République populaire de la Chine communiste, qui prône officiellement un monde avec des puissances d'influence multilatérales autour d'un nationalisme fort. Et donc vous avez eu en 2020, l'année du Covid, hein, qui fut bien la confirmation, donc à la suite justement de la publication de ce numéro spécial fin 2019, tout de suite en 2020, on a bien eu la confirmation de ce que nous annonçait la couverture de The Economist 2020, donc avec le retour de cette fracture entre le bloc occidental et le bloc oriental, avec aussi ces codes couleurs rouge et vert, hein, qui faisaient bien sûr allusion à la crise politico-pandémique, hein, qui était par ailleurs annoncée dans la couverture de 2019. Ensuite, hein, vous avez bien sûr, plus proche de nous, donc la guerre russo-ukrainienne de 2022 qui est venue entériner ces antagonismes. Donc vous avez la couleur rouge et le bleu qui confirment bien cette dichotomie. Alors la question légitime que l'on peut se poser, même si la réponse elle est pour moi assez évidente, c'est est-ce qu'on ne retrouve pas justement donc ces deux étapes comme on a eu donc de la fin donc de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire durant toutes les années 50, 60, 70, 80 jusqu'aux années 90, donc une étape intermédiaire avant l'écroulement donc des deux blocs, c'est-à-dire qu'en ce moment on a l'affrontement de deux blocs, donc on a donc le bloc de l'Ouest qui est programmé pour s'effondrer peut-être d'abord avant justement le bloc de l'Est, mais ensuite le bloc de l'Est va aussi s'effondrer pour finalement s'unifier et donc retrouver donc une gouvernance mondiale, c'est-à-dire l'hégémonie, comme on a eu cette séquence, hein, hégémonique où vous aviez les États-Unis qui dominaient la scène internationale, hein, des années 90 jusqu'à grosso modo la crise de 2008. Est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver donc ce même schéma avec un autre processus, bien sûr, hein, puisque là, cette fois-ci, on irait véritablement au dernier étage de la fusée, c'est-à-dire la gouvernance mondiale. Alors le processus pourrait être très long et se chiffrer à plusieurs décennies, hein. Ça pourrait être à l'horizon 2050-2060. La bipolarité, donc on la retrouve avec les illustrations des personnages clés sur l'échiquier de la géopolitique mondiale dans les codes couleurs bien spécifiques. Donc on a l'illustration de Zelensky dans un carré rouge donc, qui symbolise les forces de gauche progressistes et mondialistes qui soutiennent l'Ukraine. Et par effet de miroir inversé, on a l'effigie de Poutine qui est incrustée cette fois-ci dans un carré bleu donc qui symbolise les forces nationalistes, souverainistes et patriotes. Ensuite, en bas à droite, vous avez reconnu assez facilement Xi Jinping, donc qui est incrusté dans un carré rouge cette fois-ci. Donc vous voyez qu'il est représenté plutôt à droite, c'est-à-dire du côté du bloc de l'Est. Donc là, il symbolise le communisme, le productivisme et d'une certaine manière également le régime autoritaire qui s'oppose à l'illustration d'en face. Donc on retrouve cette fois-ci à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, de Biden, vraisemblablement, ça peut être un autre personnage, on va en discuter dans quelques instants, puisqu'il y a un doute apparemment chez certaines personnes, j'ai vu passer certains commentaires. Donc là, quoi qu'il en soit, on a ce symbole donc du bleu qui pourrait représenter le clan des régimes démocratiques, hein, il faut le mettre entre guillemets, et progressistes, hein, qui visent un modèle éco-climatique de décroissance. D'ailleurs, on retrouve différents éléments qu'on va commenter dans quelques instants, de part et d'autre, hein, donc qui symbolisent tous les enjeux climatiques et écologiques. Un petit crochet très rapide du côté de la France, même si elle n'est pas illustrée, quand bien même l'Union européenne n'est pas du tout représentée, puisque vous avez remarqué qu'il y a deux planètes qui sont illustrées, donc les deux planètes Terre, qui symbolisent la Terre, et où on a un focus qui est mis sur deux continents qui ne sont pas du tout le vieux continent et l'Europe, on va en reparler dans quelques instants.
Néanmoins, vous avez remarqué qu'en France, le bleu représente les forces de droite, plutôt de droite. D'ailleurs, on a ce projet d'union des droites hein, qui est en train d'être mis en œuvre en ce moment. Il y a eu une dernière réunion d'ailleurs qui s'est tenue tout récemment du Worldwide Freedom Initiative entre Zemmour, donc de Reconquête, Florian Philippot, des Patriotes, et Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France, sous le parrainage d'un collectif pro-Trump. Donc ça, c'est très important aussi de le noter, puisque c'est dans l'actualité. Alors, manque à l'appel, l'UPR de Asselineau, d'ailleurs, qui n'est pas du tout content, apparemment, de cette réunion, et également, bien sûr, d'une partie de l'UMP, donc qui est plutôt nationaliste, en tout cas qui se définit comme ça, et bien sûr du Rassemblement national. Et de l'autre côté, on retrouve les autres biomanes, c'est-à-dire la Force rouge, le rouge de la gauche, de la NUPES, de la France insoumise, du Parti socialiste, du Parti communiste, et bien sûr de ce vert pastèque, donc le vert pastèque rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur, avec les écologistes. Aux USA, vous remarquez que c'est différent, c'est-à-dire que vous avez le bleu qui est le parti des démocrates, dont la ligne politique est en ce moment plutôt proche de l'idéologie de la gauche progressiste et mondialiste représentée par le rouge, on vient de le dire, c'est-à-dire la NUPES, pour faire très court, et vous avez en revanche le rouge qui représente le parti républicain, avec une idéologie en ce moment qui est plutôt souverainiste, nationaliste et patriote. Ces croisements dans les couleurs et ce monde bipolaire dénotent que les lecteurs et les citoyens sont encerclés et n'ont pas d'autres alternatives que de choisir leur camp. C'est-à-dire qu'il est impossible de penser le monde autrement que dans ce clivage imposé par le système. C'est-à-dire que toutes les idées que vous pouvez exprimer sont automatiquement labellisées, estampillées par l'une ou l'autre des couleurs par le système médiatico-politique. Hein, les nuances n'existent plus car tout est mis en œuvre pour que les positions se radicalisent afin que les peuples restent dans ces bassins de rétention, c'est-à-dire d'un côté le rouge et de l'autre côté le bleu. Ces dominantes de couleurs qui alternent entre le rouge, le blanc et le bleu, ça évoque également les teintes de différents drapeaux qui peuvent laisser présager l'implication géopolitique majeure de ces différents pays dont les drapeaux sont marqués par ces coloris. Alors ça peut être géopolitique, ça peut être également électoral, puisque nous avons d'ailleurs l'urne qui fait allusion. Alors on retrouve parmi ces pays bien sûr la Russie, qui est marquée par le blanc, le rouge et le bleu, la France, les États-Unis, puisqu'on retrouve également ces coloris, Taïwan également, le drapeau de Taïwan, on retrouve du rouge, du bleu et du blanc, Chili, le Chili, la Croatie, la Serbie, la Norvège, l'Islande, la liste est bien entendu loin d'être exhaustive. Alors vous retrouverez cette fois-ci sur le blog des explications concernant donc ces coloris, rouge et bleu notamment, mais également le blanc et le gris, qui peuvent être liés au monde médical. Donc c'est à ne pas négliger, puisque vous savez qu'il y a effectivement une crise sanitaire qui fomente à nouveau. Je vais également vous inviter à vous rendre sur le blog pour tenter de décrypter donc, cette partie de la mosaïque que l'on retrouve dans la partie médiane à droite du graphique qui fait allusion au krach boursier, on va en parler dans quelques instants. On retrouve un empilement de différentes couleurs de façon horizontale, un petit peu comme si on avait un Rubik's Cube en forme horizontale avec différentes couleurs, avec des carrés. Alors ça peut être très important parce que ça pourrait nous délivrer, si on arrive à déchiffrer le code, différentes dates de réalisation d'événements. En fait, ça fait allusion au code couleur des résistances qui sont utilisées dans le domaine de l'électricité et en électronique. Vous avez différentes codifications avec le gris qui symbolise le 8, le blanc c'est le 9, le noir c'est le 0, le bleu c'est le 6 et le rouge c'est le 2. Le bleu et le rouge fait également une allusion à peine voilée au célèbre roman dystopique de George Orwell 1984. Si vous lisez le roman, vous verrez qu'il vous parle d'un parti intérieur qui est représenté en bleu et le parti extérieur, donc qui est associé à la terreur et à la manipulation, qui est représenté en rouge. D'ailleurs, vous avez une des couvertures du célèbre roman qui est représentée avec des tonalités de couleur rouge et de couleur également bleue. Et vous avez bien sûr la couverture de The Economist qui fait allusion, clairement allusion, avec dans la partie médiane, dans la partie au centre, donc sur la partie gauche, on retrouve un carré avec plusieurs carrés à l'intérieur, avec des résistances, et au centre, on retrouve un œil, l'œil omniscient, l'œil de Big Brother, et autour, on a différents cerveaux, donc ils sont connectés par différents fils bleus et rouges. On va commenter cette illustration dans quelques instants. Après avoir parlé de la couleur, on va parler de la composition de l'architecture graphique. Je vous disais en préambule qu'il y avait une symétrie parfaite. Alors la symétrie, ça peut symboliser que les plans globalistes sont organisés, sont réglés au cordeau, et on n'en doute pas puisqu'on sait qu'ils se basent aussi beaucoup
par rapport à des dates bien précises, symboliques, avec des vibrations. Hein, il pratique la Kabbale, etc. D'ailleurs, on va en reparler, hein, des différentes allusions aux lunaisons et aux éclipses. Donc là, encore une fois, on retrouve, hein, cette idée de temporalité, d'ailleurs représentée par le sablier qui passe par l'axe central et vertical, donc qui est relié à cette urne géante qui se prolonge avec l'illustration de deux planètes Terre, avec une première vue qui est orientée sur la zone du continent américain, la seconde qui est centrée sur la zone de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie. L'Europe, ce que je vous disais tout à l'heure, ben, n'est même pas représentée, n'est même pas illustrée. Les auteurs de la couverture semblent nous suggérer que les événements mondiaux à venir seront plutôt centrés sur les deux continents que je viens de mentionner, c'est-à-dire l'Amérique et l'Asie du Sud-Est. C'est aussi une façon de nous indiquer que le vieux continent ne pèse plus grand-chose sur le plan géopolitique et diplomatique, et que le centre du monde n'est plus comme autrefois, comme au 19e, au 20e siècle et même auparavant. C'est plus le centre du monde, mais plutôt le centre du monde est désaxé sur d'autres continents. Alors là, je vais faire l'impasse sur toutes les liaisons, les différentes terminaisons, donc qui sont reliées entre elles avec les différents carrés, les différents ronds, etc. Parce que sinon, on y passerait des heures, mais ça ne veut pas dire que si je fais l'impasse, il ne faut pas que vous fassiez l'impasse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'attarder très longuement sur les différents détails, puisque vous savez que les auteurs de The Economist, hein, ont le souci du détail. D'ailleurs, tout comme, au même titre, hein, que ceux qui organisent les événements mondiaux, hein, donc on vient de le dire à l'instant, ils organisent tout au cordeau, donc ça veut dire que le diable se cache très souvent dans les détails, donc il faut s'attacher effectivement aux détails. On va passer tout de suite au face-à-face entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Donc vous avez remarqué qu'en cet automne 2023, il y a eu cette recrudescence du conflit israélo-palestinien extrêmement meurtrier qui est littéralement venu supplanter depuis maintenant plus d'un mois dans l'actualité et les médias le conflit russo-ukrainien. Or, on voit que la couverture de The Economist semble mettre au contraire l'accent sur cette guerre avec ce face-à-face entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, illustré tout en haut de l'affiche, en rouge pour Zelensky et en bleu pour Vladimir Poutine. Donc le fait que ces deux personnages clés soient illustrés en format relativement grand et en haut de l'affiche, ça laisse penser que c'est l'actualité qui pourrait effectivement dominer l'année 2024. Justement un contraste avec les deux personnages du dessous qui sont représentés plutôt dos à dos et on les retrouve tout en bas de l'affiche. Ça voudrait dire que ces événements, les événements qui entourent donc ces deux personnages ainsi que l'environnement qui les accompagne, ça pourrait se retrouver plutôt dans le futur, un peu plus lointain que l'année 2024. Les auteurs de la couverture semblent par ailleurs nous suggérer à travers l'illustration intrigante d'un Donald Trump coiffé d'un point d'interrogation et accompagné d'une colombe qu'il existerait des perspectives de paix en cas de sa réélection, une réélection qui semble forcément hypothétique. C'est pour ça aussi qu'il y a un point d'interrogation, parce que vous avez un agenda judiciaire qui est corrélé avec l'agenda électoral, tandis que la présence de missiles près de Zelensky et d'une femme à queue de cheval suggère le contraire, c'est-à-dire si une femme devenait présidente aux États-Unis ou si elle éliminait également Trump lors des primaires, donc ça pourrait prendre une tournure beaucoup plus belliciste. On note également que les deux personnages, donc Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, se regardent à travers le prisme de la partie basse du sablier. On retrouve les trois quarts du sable qui est écoulé, donc ça pourrait aussi vouloir dire que ce conflit pourrait toucher à sa fin, c'est-à-dire qu'on aurait les trois quarts du conflit, donc il pourrait s'être déjà déroulé. Notons également qu'on retrouve, hein, ces deux personnages qui sont accompagnés par différentes capsules et différentes fusées, donc il peut représenter les différents programmes spatiaux donc, qui vont être mis en œuvre, ou qui sont déjà d'ailleurs mis en œuvre, donc du côté de la Russie comme du côté des États-Unis. En conclusion, on pourrait dire qu'en 2024, les deux belligérants vont continuer à s'affronter, mais que le temps du dénouement du conflit russo-ukrainien qui les oppose est décompté par justement ce symbole du sablier. Donc on pourrait avoir soit une phase d'embrasement ou la paix selon le symbole retenu, c'est-à-dire la colombe ou les missiles, en fonction bien sûr des résultats électoraux à venir. Vous avez bien sûr chacun des personnages, hein, qui est soutenu dans son camp, puisque vous avez des élections qui sont organisées d'ailleurs un petit peu partout, que ce soit en Russie, que ce soit bien sûr aux États-Unis. Ça va retenir l'attention de tout le monde pour les États-Unis pour le mois de novembre 2024. Et vous avez également des élections, on va en parler dans quelques instants, du côté de l'Ukraine. Concernant les programmes spatiaux concurrentiels, la NASA pour les États-Unis et Roscosmos pour la Russie est dans la course à l'espace et à la conquête de la Lune. Donc, ils sont représentés par les deux modules, hein, de part et d'autre de la couverture. Donc tout ça, vous le retrouverez plutôt sur le blog. Alors je vous propose maintenant de nous attarder quelques instants sur cette femme énigmatique, cette femme mystérieuse donc, qui est au-dessus de Zelensky dans la partie ouest, donc qui pourrait être une potentielle soutien de Zelensky
et qui pourrait réactiver le processus de guerre, puisqu'on retrouve ces deux missiles, donc ces deux missiles en blanc donc dans le petit carré noir, si jamais elle était élue. Alors là, il faut essayer de raisonner à plusieurs entrées, c'est-à-dire qu'en fait, les auteurs de la couverture des économistes font allusion à une personne en particulier. Donc là, on va parler dans quelques instants de cette femme donc, qui brigue un mandat électif présidentiel au Mexique. Donc, je vais vous donner son nom dans quelques instants, mais ça peut aussi être une femme donc, qui est face à Donald Trump, ou du moins dos à dos à Donald Trump, dans son parti, ou ça peut être également à l'extérieur, mais je dirais plus dans son parti. Donc ça peut être par exemple Nikki Haley, dont j'ai déjà parlé, sur le blog, vous pourrez retrouver l'article si vous le désirez. Il faut savoir que Nikki Haley, d'ailleurs, c'est un pur produit hein, du Forum économique mondial. Donc attention, elle pourrait être là justement pour faire trébucher Donald Trump, alors qu'elle a été son soutien pendant l'élection, pendant la campagne présidentielle hein, de 2016. On verra si Nikki Haley finit par se qualifier au détriment de Donald Trump, c'est-à-dire qu'elle le fait trébucher et ensuite après, eh ben, elle se fait battre par le candidat d'en face, c'est-à-dire soit un des candidats des démocrates ou des partis indépendants, donc ça c'est à voir, ou est-ce que Donald Trump finit tout de même par passer? Alors j'ai regardé quand même le thème de Donald Trump, c'est un petit peu compliqué, sait-on jamais avec l'avènement de Pluton qui va soutenir les Gémeaux, mais c'est vrai qu'avec Saturne-Neptune hein, qui attaque le Gémeaux, hein, donc là j'en ai longuement parlé dans l'article dédié à Donald Trump, c'est quand même assez compliqué. Donc là, vous regarderez, je vous mets l'article hein, dans la partie description. Alors concernant maintenant l'identité spécifique de cette femme mystérieuse à queue de cheval, ça pourrait être Claudia Sheinbaum. Donc c'est une maire sortante, la maire sortante de Mexico, donc qui fait partie de la gauche. Donc là, on retrouve bien justement cette idée de gauche, donc qui pourrait effectivement soutenir Vladimir Zelensky également si elle était élue présidente du Mexique. Alors c'est la maire sortante de Mexico, elle est opposée à une autre femme. Donc là, il n'y a aucun doute, il y aura une femme apparemment qui sera la première présidente du Mexique. Mais vraisemblablement, les sondages semblent souffler du côté de Claudia Sheinbaum, sachant qu'il n'y a pas de temps d'interrogation là cette fois-ci, donc ça veut dire que les auteurs de The Economist hein, sont assez sûrs que c'est elle qui devrait normalement être élue. Alors ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les messages cryptiques de The Economist ont souvent un double sens, donc cette femme-là, donc, qui représente bien Claudia Sheinbaum, puisque c'est vrai qu'elle porte très souvent une queue de cheval, peut aussi représenter de manière générale les autres femmes qui briguent des mandats électifs ou également qui veulent être réélues, comme par exemple du côté de Taïwan. Vous avez la présidente sortante de Taïwan, donc Tsai Ing-wen, qui voudrait justement être réélue, donc elle met en jeu son mandat pour une prochaine élection. Je vous propose maintenant de passer au décryptage de la symbolique de la mire, c'est-à-dire cette image vidéo que l'on retrouve depuis la naissance de la télévision sur nos écrans, lorsque les programmes de la journée ont cessé d'émettre. Alors c'est vrai que ce symbole a été abandonné à l'antenne hein, du fait de la programmation 24 heures sur 24 et de la diffusion des émissions maintenant en continu, donc c'est vrai qu'on voit de moins en moins la mire. Par contre, la mire continue à être exploitée dans le secteur professionnel et audiovisuel, donc qui sert pour les techniciens à régler, étalonner et corriger les images hein, dans la production audiovisuelle. Alors est-ce que cette mire ne pourrait pas nous suggérer qu'il y a une possibilité de blackout imminent en 2024 ou dans les années à venir? C'est une possibilité à ne pas exclure, d'autant plus qu'on avait déjà entendu Klaus Schwab en parler, on en avait produit une capsule en 2020, je ne sais plus si elle est toujours en ligne hein, sur la chaîne, quoi qu'il en soit, on avait déjà évoqué cette possibilité-là, en tout cas c'est pas moi qui l'avais évoqué, c'était Klaus Schwab qui très clairement avait parlé d'un blackout. D'ailleurs, il y a souvent aussi, dans d'autres couvertures des économistes, hein, il y a une allusion aux tempêtes solaires. Il faudrait qu'un jour on en parle ensemble. Vous verrez, il y a des corrélations sur le plan astrologique. Alors, concernant effectivement ce blackout, hein, ça pourrait être un moment clé, un moment très important de transition nécessaire pour ensuite passer à un nouveau système. Est-ce que ce symbole de la mire qui domine cette première de couverture du numéro spécial de The Economist, hein, puisque vous avez vu que le format général est calqué donc sur cette mire, même si les couleurs ne sont pas exactement les mêmes, est-ce que justement The Economist ne veut pas nous suggérer qu'on serait à la croisée des chemins d'un modèle de société où la télévision a pendant de nombreuses décennies dominé le monde pour imposer finalement une pensée à toute la population mondiale? Alors si on se place du côté de la racine étymologique du mot télévision, ça a été rappelé par un des intervenants que je vous ai sélectionné dans la précédente vidéo. Le mot télévision vient du mot anglais tel, qui signifie dire en anglais, dire la vision. Donc si on prononce à l'anglo-saxonne, on dit tell live vision, en l'occurrence dire les mensonges à la télévision. Et en effet, le pouvoir de la télévision a été jusqu'à présent incommensurable, puisqu'il conditionne, façonne et formate les esprits.
D'ailleurs, vous aviez le sociologue Pierre Bourdieu qui disait: «La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. Les riches achètent les médias pour donner leur message bien choisi aux pauvres.» Alors on a bien cette allusion au cerveau, donc qui sont illustrés par les quatre cerveaux. Alors est-ce que les auteurs de la couverture des économistes ne seraient pas en train de nous dire qu'il suffirait de mettre la mire, c'est-à-dire d'éteindre la télévision, c'est-à-dire que toute la population mondiale, dans l'absolu, bien sûr, c'est impossible, mais si on se mettait tous à éteindre la télévision, tout le processus de domination, finalement, s'arrêterait. Dans cette optique, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on éteigne la télévision avant que ce soit elle qui nous éteigne, puisque dans cette nouvelle couverture de The Economist, il semblerait qu'on aborde un tournant, une nouvelle étape charnière du conditionnement des cerveaux et des esprits, qui a d'ailleurs déjà commencé, où ce n'est plus finalement nous qui regardons la télévision, même si c'est encore le cas, mais demain matin, est-ce que ce n'est pas la télévision qui va nous regarder, ou du moins des caméras pour observer bien sûr tout ce que nous faisons. Ce processus passera par l'intelligence artificielle programmée en amont qui vous dictera bien sûr sa volonté, donc cette assertion semble se confirmer avec le symbole de l'œil connecté à des cerveaux. Alors cet œil illustré au centre d'un téléviseur connecté par des fils rouges et bleus avec les quatre cerveaux donc qui sont inclus dans les quatre rectangles noirs entourés donc par ce grand carré. Alors ça nous fait penser ce qu'on disait depuis le début à l'œil omniscient, l'œil de Big Brother donc qui est illustré sur la couverture du livre 1984 de George Orwell, donc qui symbolise la surveillance, l'omniprésence et le contrôle gouvernemental totalitaire qui est justement décrit dans le roman. Cet œil représente le régime oppressif qui espionne constamment la vie des citoyens, reflétant d'ailleurs le thème central de la perte de la vie privée et de la liberté individuelle dans la société fictive d'Océania, donc qui est évoquée dans le roman. Alors aujourd'hui, c'est plus un scoop, vous savez que le projet des forces globalistes va très loin puisqu'il est question de transparence totale, jusqu'à savoir ce que vous ingérez comme médicaments, également comme nourriture dans votre corps ou ce que vous avez dans la tête. Il y a par ailleurs une synergie entre certains composants du biberon, donc qui sont à la fois émetteurs et récepteurs des données, avec la possibilité dans le futur de stimuler ces substances pour actionner les monnaies digitalisées dont on parle tant en ce moment, les monnaies numériques de banque centrale, etc. On en a parlé dans des précédentes vidéos. Avec cette illustration, donc on a bien la confirmation qu'il y a l'idée de contrôle mental et de transformer l'être humain en objet. Donc là, vous aviez Klaus Schwab qui a clairement évoqué au cours d'une interview de janvier 2016 que dans les 10 ans à venir, il y aurait des puces qui pourraient être implantées dans le cerveau, de même que vous avez Laurent Alexandre et tous les autres chantres du transhumanisme qui en ont parlé. Pour l'heure, ce symbolisme des quatre cerveaux représente bien entendu l'intelligence artificielle qui est en train de se développer, vitesse grand V. Donc là, on retrouve les quatre, qui peut symboliser effectivement le caractère augmenté, le caractère exponentiel. On retrouve d'ailleurs l'intelligence artificielle qui continue à s'alimenter sur les informations que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons délivrer sur la toile, que ce soit les opinions, que ce soit le partage d'informations, que ce soit nos sentiments, que ce soit même nos émotions. Vous savez que ça alimente les big data, donc justement pour ensuite alimenter l'intelligence artificielle qui est en train de nous concurrencer et qui est en train de nous supplanter progressivement dans différentes tâches de la vie quotidienne et surtout en termes d'emploi. Alors cette symbolique peut aussi signifier que l'intelligence artificielle va dominer le petit écran, puisque les informations qui nous sont délivrées pour le moment, ce sont bien sûr des journalistes, des présentateurs télé, on va dire ça comme ça, puisqu'ils se contentent de reprendre finalement les dépêches AFP quand ils ne font pas du militantisme. Mais progressivement, vous allez voir que les journalistes, d'ailleurs, ça va créer à mon avis un choc, c'est qu'il y a de plus en plus de journalistes qui vont aussi être remplacés par l'intelligence artificielle, puisque finalement, ils ne servent plus à rien, puisqu'ils se contentent de reprendre les dépêches AFP. Donc là, on va avoir progressivement, à la faveur d'ailleurs du transit d'Uranus dans le signe du Gémeaux à partir du 7 juillet prochain, je dis prochain, ce sera 2025, pardon, et surtout après le 26 avril 2026, pendant les 7 prochaines années, nous risquons d'assister à une véritable révolution dans le domaine des métiers de l'audiovisuel. Alors on peut présager que Uranus, planète de la révolte, va provoquer une véritable révolte, une véritable insurrection de la part de ce corps de métier, donc représenté par les journalistes, représenté par les présentateurs télévision, donc que l'on a poussé, c'est-à-dire que le système, tous les argentiers qui contrôlent tous les médias, les ont poussés à arrêter de faire de l'investigation et du journalisme pour devenir même des formes de speakerine et donc ce que je disais, donc des militants donc qui reprennent les dépêches AFP. Mais à un moment donné, donc il y a ce retournement de situation avec Uranus, planète des volte-face, donc qui va être en harmonie à la fois avec Saturne et Neptune dans le signe du Bélier et surtout Pluton dans le signe du Verseau durant les 20 prochaines années à partir de la fin de l'année 2024,
à partir du 19 novembre 2024, on va voir Pluton dans le signe du Verseau. Et le Verseau, c'est un signe qui est gouverné justement par Uranus. Donc là, on va avoir véritablement quelque chose qui devrait valoir le coup d'œil. Parlons maintenant du sablier et des deux frises des cycles lunaires ou d'éclipses. Ces deux composantes, vous l'avez deviné, se rapportent à la temporalité. Est-ce que les auteurs de la couverture ne veulent-ils pas nous signifier qu'ils sont les maîtres du temps ou les maîtres des horloges, comme d'ailleurs l'avait déclamé Emmanuel Macron dès son arrivée à l'Élysée? On en a produit une capsule en 2020. En résumé, ça veut dire que le déclenchement des événements seront synchronisés avec certains mouvements cosmographiques spécifiques, c'est-à-dire des lunaisons, des éclipses solaires ou lunaires. Le sablier exprime donc la temporalité, elle n'est pas sans rappeler l'horloge de l'Apocalypse illustrée dans la couverture de The Economist de juin 2020. Donc en haut, au centre, donc on a ce sablier géant gris avec du sable blanc, donc qui est sur le point de finir de s'écouler. Le sablier est relié par son sommet des deux côtés par un carré noir à gauche où on retrouve deux missiles blancs et à droite un autre carré noir illustré donc par cette fameuse colombe. Vous trouverez sur le blog les dates des différentes éclipses qui vont avoir lieu. Éclipse lunaire le 25 mars 2024 à 5h30 du matin. Ensuite, on aura également une éclipse solaire le 8 avril 2024 à partir de 17h42 heure de Paris. Et on aura également la prochaine éclipse solaire annulaire qui sera observable à partir du 2 octobre 2024. Ces dates, on le disait, donc, peuvent être significatives et déclencheurs d'événements marquants sur le plan géopolitique, climatique ou humanitaire. Vous savez que dans certaines civilisations ou religions, les éclipses solaires ou lunaires ont parfois été interprétés comme des événements de nature maléfique ou comme des signes divins. Alors bien sûr, ces interprétations, elles varient en fonction des croyances culturelles et des religions spécifiques. Par exemple, dans l'Antiquité, certaines cultures craignaient les éclipses comme des présages de catastrophes imminentes ou de la colère des dieux. Alors justement, on sait que les grands argentiers veulent jouer aussi avec nos représentations, veulent jouer également avec nos croyances. Donc voilà aussi encore un nouvel indice. Alors concernant maintenant cette urne monumentale, vous avez vu qu'elle est de couleur grise avec des bulletins blancs donc qui tapissent le fond et une enveloppe qui est en train d'être glissée. Alors cette urne monumentale reliée à un sablier suggère l'approche imminente d'élections cruciales en 2024. Donc l'urne est au cœur de l'illustration de la couverture, donc ça peut signifier que selon les résultats électoraux dépend bien sûr le destin du monde, sachant que l'issue des scrutins sont en réalité déjà connus à l'avance, mais la couverture laisse planer sur certains aspects, donc un certain suspense par des points d'interrogation illustrés dans la représentation notamment de Donald Trump avec ce point d'interrogation. Alors le calendrier électoral, c'est vrai, en 2024 est extrêmement chargé avec des élections qui ont lieu dans de nombreux pays du monde qui présagent effectivement d'un renouvellement de la classe politique et des rapports de force diplomatiques sur le plan mondial, donc bien sûr qui en découlent. Quand je disais que le calendrier électoral de cette année 2024 serait extrêmement chargé, c'est peu de le dire, puisqu'on retrouve une quarantaine d'élections qui sont programmées, qui concernent des élections majeures, des élections présidentielles et législatives pour la plupart. Il y a quelques élections sénatoriales, donc une quarantaine, c'est quand même très important. Donc là, c'est très intéressant aussi, si on fait la réduction de 40, on retrouve le 4 qui symbolise le carré de l'urne géante, justement pour exprimer le fait qu'il y a un calendrier électoral extrêmement chargé. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo vous citer toutes les élections, les 40 élections, ce serait un petit peu long. Vous retrouverez en revanche la liste complète sur le blog. Je vais vous citer quelques élections qui se rapportent au code couleur, donc qui nous est présenté par la couverture de The Economist, c'est-à-dire le bleu, blanc, rouge. Donc là, on se réfère au drapeau des différents pays. Vous avez par exemple les élections présidentielles et législatives à Taïwan le 13 janvier 2024. Donc ça va être important puisque Taïwan, vous avez vu que c'est quand même au cœur de la géopolitique de ces prochaines années. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Vous avez vu qu'il y a eu différentes manœuvres, différentes phases où on se jauge. Il y a une guerre psychologique entre les États-Unis, Taïwan et également la Chine. Donc là, le fait de changer de présidente ou de président, etc., ça peut avoir une incidence. Donc là, on retrouve bien la couleur du drapeau de Taïwan, rouge, avec un carré bleu, du blanc en couleur dominante, comme ce qu'on retrouve dans la couverture de The Economist. Vous avez bien sûr les élections présidentielles en Russie qui sont programmées pour le 17 mars 2024. Donc là, on comprend encore mieux pourquoi Vladimir Poutine est illustré. De toute façon, Vladimir Poutine, c'est quand même un personnage clé de la géopolitique mondiale. Donc de toute façon, il aura été illustré très probablement, comme il l'a été du reste dans les précédentes couvertures. Mais là, effectivement, on retrouve bien cette idée en rapport avec le scrutin donc, qui arrive très vite, où il va mettre en jeu son mandat.
On a d'autres élections, plutôt législatives cette fois-ci du côté de la Corée pour le 10 avril 2024. On a également des élections présidentielles en Slovaquie le 17 avril 2024, des élections présidentielles et législatives au Panama le 5 mai 2024. On retrouve encore une fois la couleur du drapeau blanc, rouge et bleu. Les présidentielles législatives et sénatoriales également en République dominicaine le 19 mai 2024. Vous avez ensuite les élections présidentielles, législatives et sénatoriales au Mexique. Donc je cite le Mexique parce qu'on en a parlé tout à l'heure et parce que la couverture de The Economist y fait allusion. Donc c'est programmé pour le 2 juin 2024, alors même que le drapeau ne met pas en évidence de couleur bleu, blanc, rouge, mais plutôt une dominante vert. Vous avez ensuite les élections européennes au sein de l'UE, programmées le 9 juin 2024. Le même jour, vous avez également des législatives en Belgique, ainsi qu'un autre référendum en Suisse. Et vous avez également le même jour des élections qui ont lieu en Mauritanie. Vous avez également les élections législatives en juillet en Croatie, donc là on trouve bien le drapeau à damier bleu, blanc, rouge, et vous avez surtout les élections présidentielles américaines le 5 novembre 2024. Alors il y a une autre idée qui nous est par ailleurs suggérée quand on retrouve justement cette urne géante donc qui est reliée à différents composés électroniques dans cet environnement très technologique. On peut se dire, est-ce qu'il ne va pas y avoir de nouveau des contestations dans la sincérité du scrutin par rapport à l'utilisation justement de ces fameuses machines à voter, Dominion, etc., comme ça a été le cas notamment en 2020. Alors il y avait déjà eu des contestations de sincérité de scrutin en 2000, vous vous en souvenez, par rapport à George Bush face à Al Gore, mais surtout entre Joe Biden et bien sûr Donald Trump en 2020. Est-ce que justement, paradoxalement, on ne va pas avoir le recours systématique au vote électronique dans le futur? C'est ce que peut nous suggérer aussi le fait d'avoir cette urne qui est reliée à tous ces composés électroniques, d'autant plus que si on a une série donc, de votes où il y a une contestation de la sincérité du scrutin, donc là justement ils peuvent très bien saisir cette opportunité pour mettre en place de façon définitive donc le vote à distance, dématérialisé, sécurisé, comme c'est le cas par exemple quand vous payez vos impôts ou quand vous faites certaines démarches administratives importantes. Vous avez vu que c'est quand même relativement sécurisé, donc ils peuvent très bien vous présenter les choses de cette façon-là, et donc là forcément la triche sera encore plus industrialisée et électronisée. Passons ensuite au graphique donc, qui nous présente les principales devises, donc livre sterling, euro, dollar, yen, donc la yen japonaise, donc qui semblent représenter donc, les cours de bourse qui seraient en chute libre. Donc là, vous le retrouvez avec ces différentes courbes donc, qui descendent, avec quand même des points d'interrogation dans les carrés noirs. Alors l'euro, en ce moment même, a déjà perdu 20% de sa valeur au profit du yuan, donc le yuan chinois, donc qui devient la deuxième devise principale des SWIFT au détriment de l'euro. Donc c'est-à-dire que le processus a quand même déjà commencé. Alors l'annonce de la chute des devises traditionnelles au profit des monnaies numériques de banque centrale souligne une transition économique majeure. Ça vient confirmer ce qu'on sait déjà, ce projet de devises numériques de banque centrale qui seront le fer de lance du crédit social. Ce qu'on expliquait, ils sont en train, avec l'inflation, etc., donc de provoquer justement l'effondrement des monnaies pour ensuite, après, mettre en place donc le système digitalisé numérique et donc faire disparaître également donc par la suite donc la monnaie papier. Alors, je vais finir cette vidéo en vous disant deux, trois mots sur l'illustration du bas, où on retrouve tout un environnement autour de Xi Jinping, donc illustré dans un carré rouge, et vous avez donc l'effigie probablement de Joe Biden. C'est vrai qu'il a déjà été illustré à plusieurs reprises sur les deux précédentes couvertures de The Economist, celle de 2022 et celle de 2023. Donc ça veut dire que donc ceux qui organisent les événements présagent que Joe Biden pourrait encore être réélu et survivre aussi parce qu'il est quand même pas de la première jeunesse et qu'il est malade et qu'il a quand même des problèmes de santé extrêmement graves. Maintenant, on peut très bien avoir un autre président qui a des cheveux blancs, des golfs dégarnis. Vous avez aussi Robert Francis Kennedy Jr. et vous avez également Asa Hutchinson, gouverneur de l'Arkansas, qui est également engagé dans les élections. Alors c'est quelqu'un qui est né le 3 décembre 1950. Ce format du dos à dos, donc de ces deux personnages clés, souligne des tensions liées à la question taïwanaise, donc il pointe vers un conflit qui pourrait être imminent. Donc vous avez le zoom sur la région de l'Indonésie, la Malaisie et Taïwan, donc par rapport à cette planète Terre donc, qui est illustrée, l'Océanie, l'Australie d'une part, et d'autre part vous avez la partie américaine avec le Brésil, donc qui est quand même en gros. Donc là aussi attention au Brésil parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent là-bas. Donc tout ça est bien mis en lumière. Donc on voit bien qu'il y a des préoccupations géopolitiques spécifiques dans ces zones du monde. Donc on sait aussi que le Brésil et le Chili font partie des BRICS, donc en compagnie bien sûr de la Chine, la Russie et vous avez également l'Afrique du Sud.
Alors pourquoi c'est très important justement de s'intéresser à ce qui se passe du côté de Taïwan, donc qui nous paraît effectivement géographiquement extrêmement loin, parce que vous avez vu déjà que toutes les guerres qui sont en train de se dérouler, que ce soit en Ukraine, que ce soit également, parce que ça chauffe aussi pas mal, du côté du Yémen, également, bien sûr, le conflit israélo-palestinien, vous avez l'Arménie, vous avez différents foyers de tension comme ça, et vous avez bien sûr Taïwan. Alors Taïwan, ça peut avoir des répercussions très importantes sur le plan économique, puisque c'est un géant industriel qui fabrique environ 53% des semi-conducteurs au monde. En 2020, il faut savoir que les exportations de puces électroniques, et là on retrouve bien l'idée de puces électroniques avec l'illustration, donc s'élevait à plus de 123 milliards de dollars. Donc là, ça veut dire qu'une guerre entre Taïwan, les États-Unis et la République populaire de la Chine communiste aurait des conséquences graves sur la stabilité mondiale, en particulier étant donné le rôle clé que je viens de vous énoncer, le rôle clé de Taïwan dans la fabrication de semi-conducteurs. Donc ça pourrait entraîner des perturbations majeures dans l'approvisionnement mondial en puces électroniques. Ces perturbations pourraient affecter différents secteurs, y compris bien sûr l'informatique en premier lieu, l'automobile. Vous savez qu'il y a beaucoup d'électronique dans l'automobile, surtout qui veulent les faire fonctionner à l'électricité. Donc là, on aurait forcément des hausses très importantes pour se procurer ces matériaux. Intéressant à observer, c'est que les deux hommes politiques sont reliés par le haut au cycle lunaire et aux éclipses, donc ils sont annonciateurs de cataclysmes climatiques qui va forcément les entraîner à accélérer la transition climato-écologique. Il faut savoir que même la Russie et même la Chine sont en réalité engagés dans le même processus de transition, simplement ils n'en font pas la publicité parce que justement il faut marquer cette dichotomie, cette différenciation, ce monde bipolaire. Mais si vous creusez, j'ai tous les documents que je pourrais vous présenter, donc qui montrent bien que la Russie, que la Chine donc, sont engagés dans le même processus que les autres pays de l'Union européenne, et également les États-Unis, etc., dans la transition écologique. Simplement, ça ne va pas se faire également exactement au même rythme. Du côté des États-Unis, il pourrait y avoir un cyclone ou un ouragan dévastateur, donc qui sera l'alibi, bien sûr, pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables, éoliennes et électriques, qui nécessitent de plus en plus de cobalt, de lithium, de cuivre, de nickel, d'aluminium et de terres rares. Donc ce sont des matériaux indispensables pour la fabrication des batteries, c'est le nouvel or gris, d'où peut-être d'ailleurs la couleur grise qui est omniprésente dans la couverture de The Economist. D'ailleurs, vous retrouvez les symboles des matériaux et des minéraux qui sont représentés à côté donc des deux protagonistes. À la République populaire de la Chine communiste, elle pourrait être frappée par un dôme de chaleur caniculaire et des incendies dévastateurs. On retrouve les symboles des flammes, du thermomètre en hausse et à côté une voiture électrique reliée à des matériaux pour faire fonctionner des batteries. Alors vous remarquez que la voiture est blanche, donc ça symbolise l'innovation, le blanc symbolise le renouveau, ça symbolise aussi la propreté, donc c'est vrai que les véhicules émettent peu de monoxyde de carbone et peu de sacro-saint CO2 responsable, bien sûr, selon la thèse des réchauffistes, des évolutions du climat. Donc voilà, vous avez donc mon interprétation. Je vais vous mettre, comme promis, dans la partie description et en commentaire épinglé, donc l'article en question, ainsi que toutes les références donc, qui sont liées à ce que je vous ai cité, notamment par exemple par rapport au fait que la Chine donc, est engagée dans ce processus de faire baisser le CO2 comme les autres pays. Donc là, vous avez un article notamment de la Tribune qui est tout récent, qui en fait mention. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.